Les autres mondiens, ces visiteurs venus d'un autre monde, certains réincarnés, d'autres invoqués, et quelques-uns apparus subitement. Dans l'univers de Tansura, une multitude d'autres mondiens font leur entrée et exercent une influence majeure sur le récit. C'est pourquoi, pour le contenu d'aujourd'hui, nous allons plonger dans cela. La version complète des 29 autres mondiens. Tous les autres mondiens apparus dans Tansura. Bien que des centaines d'entre eux aient été repérés dans ce monde, nous nous concentrerons ici sur ceux dont le nom est connu et qui ont atterri dans cet univers. La grande majorité d'entre eux vivent en tant qu'humains dans ce monde, mais comme vous le savez, Limul est un monstre. Il s'agit d'une existence rare, vivant non pas en tant qu'humain. En réalité, il existe une autre personne, un ancien autre mondien, qui n'est plus humain non plus. Qui cela pourrait-il bien être ? Je vous invite à deviner tout en suivant cette présentation jusqu'à la fin si vous en êtes capable. Allons-y sans plus tarder. 1. Léon Cromwell. Des cheveux blonds platine, des yeux en amande, des pupilles bleues et une peau blanche translucide. Cet homme d'une beauté presque féminine est l'un des rois démons, connu sous les noms de démon platine ou sabre platine. Il est arrivé dans ce monde en tant qu'humain depuis son univers d'origine, mais il est désormais un démonoïde. Avec son attitude froide et condescendante, ses paroles souvent tranchantes, il passe facilement pour un type désagréable. Pourtant, au fond, il est incroyablement bienveillant. Bien que certains ne le perçoivent pas ainsi, il est profondément respecté par les habitants d'Eldorado, la Cité d'Or. La compétence de Léon est la compétence ultime Métatron. Elle permet de séparer les lois qui se mêlent, de trier l'énergie pure, et c'est une compétence de type angélique parmi les plus élevées dans la série angélique. Même cette compétence suprême a évolué grâce à l'altération de ciel, progressant au fil des ans. Il peut manipuler à volonté un amas de lumière de la taille d'un humain pour anéantir ses ennemis avec la technique 100 Breaker. En essence, il s'agit d'attaques laser qu'il contrôle librement. Habituellement, l'activation de désintégration demande du temps, mais il peut la lancer instantanément et sans effet secondaire. Bien qu'il paraisse distant et pas particulièrement charismatique, ceux qui le comprennent apprécient son côté profondément bienveillant. Toujours avare de mots et avec un ton arrogant, il est souvent mal compris, mais ses actions parlent d'elles-mêmes. Elles sont empreintes de bonté. Il a protégé les enfants invoqués dans le pays qu'il a fondé, Eldorado, la cité sacrée d'or. Pour Shizue, il a inversé l'emprise d'Ifrit, empêchant ainsi la dégradation de son corps par la surcharge magique. Conscient que sa présence à ses côtés ne ferait que la faire souffrir davantage, il l'a délibérément confié à un héros. Quand il dit que quelqu'un est un obstacle et l'éloigne, c'est en réalité pour le protéger d'une attaque de destruction massive qui pourrait l'engloutir. Son attachement peut sembler excessif, mais il a passé 300 ans à penser inlassablement à Chloé, démontrant une fidélité absolue. En somme, c'est un être maladroit, marqué par le malheur, mais fondamentalement bon. Et pour une raison mystérieuse, il est apprécié par des figures puissantes comme Guy ou Elmesia. Tel est Léon Cromwell. 2. Chloé Aubert. Des cheveux d'une couleur rare, mélange de noir et d'argent. Cette jeune fille dégage une aura mystérieuse et insaisissable. Elle maîtrise la magie avec une habileté exceptionnelle, déployant des sorts d'un niveau qui semble impossible pour son âge. Ses camarades de classe garçons la voyaient comme une enfant calme et réservée, mais après que Limul a réussi à stopper la dégradation de son corps, elle a connu une croissance fulgurante, au point de devenir celle qu'il ne faut surtout pas contrarier, tant elle inspire la crainte. En effet, cette Chloé, qui n'avait récupéré qu'une partie de ses souvenirs dans son enfance, est en réalité une existence qui échappe au système, ayant revécu sa vie à maintes reprises. D'un certain point à un autre, elle avance jusqu'à ce qu'un événement prédéterminé se produise, puis elle repart en arrière. Malgré son apparence juvénile, elle a vécu un temps inimaginablement long. La compétence de Chloé est la compétence ultime Sariel. Elle gère la source vitale connue sous le nom de Manas, et Sariel est une compétence de type angélique parmi les plus élevées dans la série angélique. Celle-ci a également été améliorée par l'intervention de Ciel, intégrant prison infinie, fin absolue et usurpateur pour évoluer en Yog-Sothoth. De plus, après avoir vaincu Manas Michael, elle a réuni les éléments de courage, espoir et justice, accomplissant une évolution complète vers Yog-Sothoth, dieu de l'espace-temps. La technique de Chloé est Reverse Fate, qui révèle la forme originelle de toute chose. Cela lui permet de transformer n'importe quelle cible selon sa volonté.
Et n'oublions pas l'essentiel, le Manas Kronoa. Pour Chloé, elle représente une autre facette d'elle-même, sa plus fidèle confidente et alliée. Afin de persévérer en tant que héroïne, Kronoa est une présence indispensable, car elle assume l'entière charge des aspects négatifs, permettant ainsi à Chloé de maintenir un équilibre mental stable face aux épreuves insurmontables. Lors de l'acquisition de Yog-Sothoth, elles ont fusionné en une entité unifiée, marquant un tournant décisif dans leur existence partagée. Chloé avait déjà visité ce monde aux côtés de Léon, environ 300 ans avant la réincarnation de Limule. À cette époque, Chloé et Léon étaient des amis d'enfance et leur arrivée n'était pas due à une invocation, mais à un hasard malheureux. Ils ont glissé à travers une brèche dimensionnelle. Imaginez deux enfants d'à peine 10 ans projetés seuls dans un univers inconnu et impitoyable, sans repère ni soutien. Léon a survécu et prospéré dans ce monde pendant ces 300 longues années, forgeant son destin avec une résilience remarquable, mais le parcours de Chloé s'est révélé bien plus tortueux et labyrinthique. Dès leur arrivée il y a 300 ans, Chloé a été propulsée à travers les dimensions, atterrissant dans un futur proche de la réincarnation de Limule. À ce moment, la Chloé enfant qui fréquente l'école du royaume d'Angracia est une page blanche venue d'un autre monde, dépourvue de tout souvenir concernant Limule ou Hinata. À partir de là, on peut spéculer. Durant son enfance, Chloé devrait logiquement se rappeler Léon. Et après son invocation, Léon était déjà notoire en tant que roi démon. Dans ce cas, comment expliquer que Chloé, encore si jeune et innocente, ignore tout de l'existence du roi démon ? Peut-être que Yuki, le directeur de l'école, veillait à ce que les rumeurs sur les rois démons n'atteignent pas les oreilles des enfants. Ou bien Shizue n'a-t-elle jamais évoqué Léon devant eux ? Les motifs restent obscurs, mais il est frappant de constater que Chloé ne montre aucun signe de vouloir rechercher Léon. Cela dépasse les simples traits de caractère comme la froideur ou la distance. Ne trouvez-vous pas que cela frise l'inconcevable ? Personnellement, je ne peux m'empêcher de plaindre Léon pour cette situation poignante. 3. Des cheveux noirs cascadant jusqu'à la taille, des yeux noirs empreints d'une douceur fragile et une cicatrice de brûlure marquant le côté gauche de son visage. Voilà le portrait d'une beauté adolescente d'environ 16 ans en apparence, mais dont l'âge réel dépasse largement les décennies. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, au Japon, alors que les bombes incendiaires ravageaient Tokyo lors d'un raid aérien dévastateur, elle fut invoquée par le roi démon Léon Cromwell et transportée dans ce monde à l'âge de 8 ans. Durant ce passage dimensionnel, son désir ardent d'échapper à la terreur et à la chaleur infernale lui a conféré des compétences extra: manipulation des flammes, annulation des attaques de flammes et résistance aux attaques physiques. Elle a accueilli en elle l'esprit supérieur des flammes, Ifrit, qu'elle utilise pour combattre avec une énergie farouche. Pourtant, au fil du temps, Ifrit a commencé à éroder sa conscience, menaçant de la submerger complètement. Grâce à la prédation de Limule, Ifrit et Shizue ont été séparés, la libérant de cette emprise possessive, mais refusant d'être assimilée à ce monde qui l'avait tant fait souffrir, elle a choisi d'être dévorée par Limule pour trouver la paix. La compétence de Shizue est la compétence unique dégénérée. Acquise lors de sa possession par Ifrit, née de son vœu farouche de préserver son identité, « Je refuse de perdre qui je suis », ses capacités consistent en la synthèse et la séparation. Elle permet d'unir deux ou plusieurs éléments distincts en une entité nouvelle et transformée, ou au contraire, de dissocier des propriétés hétérogènes. C'est grâce à synthèse que Shizue a résisté à la domination d'Ifrit. En fusionnant humain et esprit en une forme de démonoïde, elle a maintenu son contrôle. De la même manière, Limule, aidé par Grand Sage, a intégré diverses compétences obtenues par prédation pour en créer de nouvelles. Lors du sauvetage des enfants de la désintégration corporelle, cette compétence a permis de générer des esprits supérieurs simulés et d'intégrer harmonieusement humain et esprit. Pas étonnant qu'elle ait été surnommée la dominatrice des flammes explosives, une véritable héroïne. Une compétence versatile et d'une efficacité redoutable. Shizue Izawa est une invocatrice au destin tragiquement tourmenté, survivante du grand bombardement de Tokyo, projetée dans un autre monde, possédée par un esprit supérieur, abandonnée par un roi démon, rencontrant un héros, devenant aventurière, acclamée comme héroïne, repoussant un démon primordial, prenant sa retraite pour enseigner, luttant pour sauver ses élèves, repartant à la quête d'un roi démon,
croisant un trio excentrique et un slime singulier pour finalement être absorbé par ce même slime. Dans l'immensité des mondes parallèles, rares sont ceux qui ont enduré une existence aussi chaotique et riche en rebondissements que Shizue. Au-delà de ses prouesses d'aventurière, elle excelle en tant que mentor. Hinata, Yuki, les enfants, sans doute grâce à sa personnalité chaleureuse et inspirante, tous vénéraient Shizue Sensei. Son départ, laissant les enfants derrière elle, visait en partie à trouver le roi démon Léon pour les sauver. Léon connaît la méthode pour les préserver, comme il l'a fait pour moi. Même au crépuscule de sa vie, elle déploie ses ultimes forces pour secourir ses protégés. Voilà pourquoi elle suscite une admiration si profonde. 4. Des cheveux noirs coupés courts, des yeux noirs acérés et brillants, une aura glaciale et intimidante enveloppant une silhouette élancée et fine. Cette japonaise dégage une présence distante et impitoyable. Résidant au royaume sacré de Ruberios, elle porte les titres de main droite de Dieu et le plus puissant chevalier de l'Ouest, incarnant la protectrice de l'humanité. Malgré cette façade froide et austère, elle jouit d'une confiance inébranlable de la part de ses subordonnés au sein des chevaliers sacrés. C'est Hinata elle-même qui a restructuré et revitalisé les croisés alors qu'ils étaient au bord du gouffre, transformant cette force en une entité cohérente et redoutable. Parmi ses subordonnés, on trouve non pas de simples admirateurs enthousiastes, mais des fidèles presque fanatiques, prêts à la suivre avec une dévotion absolue, tant son leadership inspire une loyauté inébranlable. En revanche, au sein des génies de la tour, elle suscite une méfiance palpable, particulièrement de la part des trois sages qui la scrutent avec suspicion, craignant peut-être son influence grandissante. Le royaume sacré de Ruberios est peuplé de fervents adeptes de la religion luministe, tandis que les croisés penchent davantage vers une vénération personnelle de Hinata, formant presque une « église de Hinata ». Bien que les raisons exactes de cette division restent floues, cela explique sans doute les tensions persistantes entre les deux groupes qui coexistent sans véritable harmonie. Si son image publique est celle d'une femme froide, intransigeante et parfois acerbe, loin de l'archétype de la grande sœur chaleureuse et accessible, Hinata révèle en privé un côté inattendu, une bienveillance protectrice et un sens du devoir qui la pousse à veiller sur les siens avec une attention discrète mais sincère, comme une gardienne silencieuse face aux tempêtes du destin. Hinata possède deux compétences uniques. La première est la compétence unique usurpateur, qui lui permet d'analyser et de s'approprier les compétences ou les arts d'un adversaire. Cependant, elle est inefficace contre des opposants de rang supérieur au sien. Bien qu'il existe un risque d'échec, elle peut réitérer ses tentatives indéfiniment, ce qui en fait une capacité cheatée. Tant qu'elle ne succombe pas, la victoire est inévitable à force de persévérance, transformant chaque combat en une guerre d'usure impitoyable. Bien sûr, des exceptions existent. Elle ne fonctionnerait probablement pas contre les membres de l'Octagramme au complet. Peut-être aurait-elle une chance contre la milice, mais son Small World est une compétence si particulière qu'il semble impossible à usurper. La seconde est la compétence unique mathématicien, spécialisée dans les calculs prédictifs et les analyses approfondies, capable d'étendre la perception temporelle pour anticiper les mouvements avec une précision chirurgicale. Plus tard dans l'histoire, mathématicien évolue en compétence ultime Fortuna, permettant une prédiction quasi infaillible du futur, comme si elle déchiffrait les fils invisibles du destin. Fortuna tire son nom de la déesse romaine de la fortune, capable de manipuler les destinées humaines, et en effet, connaître l'avenir offre un avantage colossal pour guider ou influencer les actions d'autrui, transformant Hinata en une stratège omnisciente. Ayant éveillé une compétence portant le nom de la déesse de la chance, Hinata, qui a surmonté un passé marqué par la souffrance et les épreuves, mérite amplement un avenir radieux et serein, loin des ombres qui l'ont hanté. Hinata est arrivée dans ce monde le jour de sa cérémonie d'entrée au lycée, un moment censé marquer un nouveau départ, mais teinté de tragédie familiale. La faillite de l'entreprise paternelle a plongé son père dans le désespoir, le poussant à des actes de violence contre sa mère. Pour protéger celle-ci, Hinata a commis l'irréparable, un crime parfait, éliminant son propre père de ses mains, convaincu que son absence ramènerait la paix au foyer. Pourtant, sa mère, au lieu de retrouver le sourire, s'est réfugiée dans la religion, laissant Hinata dans un quotidien étouffant de déception et de lassitude.
Un jour, alors qu'elle passait devant un sanctuaire shinto, un tourbillon soudain l'a enveloppée, la forçant à fermer les yeux. À l'ouverture, elle se trouvait dans un monde étranger. Ni invoquée, ni réincarnée, elle est une visiteuse arrivée par un caprice dimensionnel, comme si le destin avait choisi ce moment précis pour la propulser ailleurs, loin de ses tourments terrestres. 5. Glenda Atlee. Des cheveux roux dressés en bataille, une beauté sauvage et indomptée. Elle s'exprime à la première personne du singulier de manière brute, errant comme mercenaire dans les ombres du monde souterrain, dotée d'un instinct aiguisé pour détecter le danger comme un prédateur en alerte permanente. Membre des chevaliers sacrés au royaume sacré de Ruberios, elle a gravi les échelons jusqu'à devenir l'une des 3 sages, une position de pouvoir absolu. Ironiquement, Glenda ne croit pas une seconde en les dieux ou en la doctrine luministe. Son allégeance au royaume n'est qu'un moyen pragmatique d'exploiter le vaste réseau d'informateurs et de fidèles disséminés à travers le monde, un outil parfait pour ses manigances occultes. Bien que Hinata ait découvert sa trahison, Glenda persiste à croire que son secret est intact, révélant un mélange surprenant d'optimisme naïf et de conscience tourmentée, comme si elle naviguait entre cynisme et illusion. À l'instar de ses collègues des 3 sages, elle ourdit dans l'ombre pour supplanter Hinata et s'emparer du titre de chevalier en chef des croisés, ambitieuse et prête à tout pour grimper plus haut. Les capacités de Glenda incluent la compétence unique tireur d'élite, combinée à perception du mana, calcul prédictif et manipulation spatiale, cette dernière étant particulièrement exceptionnelle, lui permettant de connecter n'importe quels espaces qu'elle peut visualiser, comme si elle pliait la réalité à sa guise. Avec une arme qui complète parfaitement cette compétence, un fusil qu'elle manie comme une extension de son corps, forgé de ses années de mercenaire dans son monde d'origine, elle excelle dans des assauts imprévisibles. En tirant une balle devant elle et en reliant cet espace à celui juste à côté de sa cible, elle assure un impact quasi inévitable pour un humain ordinaire, ignorant gravité, obstacles ou distance, dans une attaque d'une ingéniosité terrifiante. De plus, elle peut charger des balles de magie pure, formant le combo Warp Shot, efficace même contre des entités spirituelles ou antispirituelles. Bien que Limul ait neutralisé ses projectiles en les dévorant avant l'impact, prouvant les limites face à des adversaires suprêmes. Invoquée par un clan spécifique, la famille des Rosso, Glenda a atterri dans ce monde marqué d'une malédiction par son invocateur, contrainte à une obéissance absolue et à des missions périlleuses qui ont forgé son caractère impitoyable. Ce jour-là, sa tâche consistait à assassiner un prince lors d'une session au Conseil des Nations occidentales, dans la grande salle de réunion. Parmi les participants se trouvait un dignitaire d'une nation émergente, Limul Tempest, souverain du pays des monstres Tempest et membre de l'Octagramme, perçu comme une menace mondiale. Si la cible officielle était le prince et non Limul, c'était pour un motif retors. Imputer l'assassinat à Limul, semer la discorde entre lui et les nations humaines pieuses, et ainsi saboter ses efforts de coexistence pacifique, forçant son retrait et isolant Tempest dans un conflit inévitable. Glenda, qui avait jusqu'alors éliminé la plupart de ses cibles avec une facilité déconcertante, a vu cette mission tourner au fiasco total. Ses balles ont été dévorées par Limul avant d'atteindre leur but. Elle a été capturée par Sway avant même de pouvoir s'enfuir, a frôlé la mort sous la lame de Hinata et sans avoir prononcé un mot, son commanditaire a été démasqué, la plongeant dans une humiliation cuisante et une série d'épreuves cauchemardesques qui ont marqué un tournant dans sa carrière ténébreuse. Pourtant, de nos jours, elle a opéré un revirement spectaculaire en rejoignant le camp de Limul, gravissant les échelons pour devenir une figure clé du monde souterrain où son expertise en manipulation spatiale et ses talents de tireuse d'élite servent désormais des intérêts bien plus vastes et alignés sur la vision de Tempest. 6. Mariabelle Rosso, des cheveux d'or soyeux cascadant avec élégance, des lèvres d'un rose délicat comme des pétales de cerisier et un visage d'une beauté angélique évoquant une poupée exquise. Elle a cette manie charmante de répéter « c'est faux, comme pour insister sur ses dénégations avec une innocence feinte. À première vue, elle n'est qu'une fillette adorable, mais en réalité, elle est la véritable souveraine des nations occidentales, la princesse du royaume de Rosso, un pilier incontournable de cette lignée influente. Cerveau stratégique et atout vital du clan Rosso, elle représente à la fois leur ligne de vie et leur ultime espoir dans un monde impitoyable. À seulement 10 ans, elle affiche une ruse et une férocité qui défient l'imagination,
escaladant les marches du pouvoir pour s'imposer comme l'héritière incontestée du trône, prête à succéder au roi avec une assurance déconcertante. Alliant une prudence méticuleuse à une audace calculée, elle n'hésite pas à s'aventurer au cœur du territoire ennemi, participant même au festival d'ouverture de Tempest pour observer de ses propres yeux la situation, analyser les forces en présence et jauger les opportunités. Une décision qui, ironiquement, a attiré l'attention de Limul sur elle, semant les graines d'une confrontation inévitable, mais démontrant son tempérament proactif. Quand l'enjeu est crucial, elle agit personnellement sans déléguer. Tout cela reflète sa nature profonde, forgée par une ambition inébranlable et une intelligence acérée qui la distingue comme une manipulatrice née. La compétence de Mariabel est la compétence unique avidité issue de la série des 7 péchés capitaux ancrés dans les vices fondamentaux de l'humanité. Ses capacités tournent autour de la domination des désirs. Comme elle le déclare elle-même avec une assurance glaçante, « Je suis destinée à régner et à former les autres. » Elle peut asservir quiconque est animé par des envies, les pliant à sa volonté absolue pour les transformer en marionnettes obéissantes. Une aptitude idéale contre les humains, vulnérables à leurs pulsions intérieures. De plus, elle partage un lien informationnel avec ses sujets dominés, accédant à leurs connaissances et perceptions comme si elles étaient siennes, amplifiant son réseau d'espions invisibles. Ses pouvoirs sont la source de sa confiance inébranlable en elle-même, pouvoir diriger les gens selon ses caprices et obtenir des renseignements frais et précis en un clin d'œil. Dans un univers comme celui de Tensura, où les infrastructures d'information sont primitives et fragmentées, la valeur de tels atouts explose, transformant chaque rumeur en arme stratégique et chaque alliance en opportunité de contrôle total. Mariabel est une réincarnée, tout comme Limul, une voyageuse d'un autre monde qui a conservé ses souvenirs et son essence lors de sa renaissance. Dans sa vie antérieure, elle était l'héritière prodige d'une dynastie financière qui régnait en coulisses sur l'Europe, manipulant les marchés avec une maestria innée. Dans ce nouveau monde, elle exploite ce savoir accumulé pour utiliser le royaume de Rosso comme tremplin vers la domination économique globale, réincarnée en petite fille de Granbel Rosso, l'ancien héros qui unifia les nations occidentales. Armée de cette légitimité et de cette influence héritée, Mariabel vise à instaurer un système monétaire sophistiqué, la circulation de billets et l'émission de devises nationales uniques avec pour objectif ultime la création d'un marché d'échange qu'elle contrôlerait de bout en bout. Le clan Rosso, en tant que maître des nations occidentales, pourrait ainsi dicter les flux financiers, les taux et les échanges, consolidant un empire invisible basé sur l'or et le pouvoir. Et sa compétence avidité s'harmonise parfaitement avec l'avidité humaine pour la richesse, amplifiant son emprise sur les âmes cupides. Pour Mariabel, conquérir ce monde sous-développé économiquement n'était qu'un jeu d'enfant, une partie gagnée d'avance où chaque mouvement la rapprochait de la victoire absolue, du moins jusqu'à l'irruption de Limul, ce facteur imprévu qui a bouleversé ses plans méticuleusement ourdis et transformé son assurance en un combat pour la survie. 7. Folgen. Et en parlant de lui, n'oublions pas ceux qui ont croisé le chemin de Limul et en ont payé le prix fort, comme ce pauvre Air vaincu par la toute-puissance de Tempest. Folgen, capitaine des chevaliers royaux du royaume de Farmus, commandant une troupe de 5000 guerriers d'élite, pilier incontesté de l'armée farmusienne. Lui aussi est un autre mondien, un visiteur d'un autre univers dont les origines ajoutent une couche de mystère à son rôle dans le conflit. Bien que ses paroles puissent sembler frivoles et superficielles, il démontre une capacité surprenante à analyser les situations avec objectivité, pesant les forces en présence sans illusions excessives. Apparu comme un antagoniste mineur lors d'un arc clé, il disparaît bien vite de la scène, emporté par le tourbillon des événements. La compétence unique de Folgen est fer de lance, qui lui permet de manipuler librement ses subordonnés comme des extensions de sa propre volonté, orchestrant des formations impeccables et des stratégies synchronisées. De plus, bien qu'avec une limite quantitative, il peut s'approprier les capacités d'autrui, une version atténuée de la compétence usurpateur de Hinata, mais néanmoins redoutable pour un humain. Folgen est un invoqué, mais curieusement, aucune malédiction ne le lie à son maître. Au contraire, il entretient une amitié loyale avec Razen, le sorcier en chef, les unissant comme des alliés égaux plutôt que comme maîtres et esclaves.
Loin du stéréotype arrogant de l'autre mondien se croyant invincible, Folgen reconnaît humblement ses limites, affirmant sans embâche qu'il ne pourrait vaincre Hinata, démontrant une lucidité rare qui le distingue des fanfarons. Face à la technique dévastatrice Megiddo de Limul, les soldats de Farmus ont paru pathétiquement faibles, comme des fourmis balayées par une tempête, mais rappelons-nous, ces troupes représentent l'élite d'un grand royaume humain, et selon les mots de Diablo lui-même, elles comptent parmi les plus puissantes des nations mortelles, un témoignage de leur valeur réelle malgré leur défaite écrasante contre un être transcendant. 8. Shogo Taguchi, un Japonais de 20 ans qui, au moment de son apparition dans l'histoire, a déjà passé 3 années dans ce monde depuis son invocation à l'âge de 17 ans. Issu d'un lycée de bas niveau, il était ce qu'on appelle un délinquant, avec un passé marqué par l'apprentissage du karaté dès l'enfance, lui conférant des compétences martiales solides et une maîtrise du combat au corps à corps qui le rend redoutable en situation réelle. Profondément insatisfait du monde qui l'entoure, il nourrit une rébellion intérieure constante. Une attitude rebelle qui transpire dans chacune de ses actions et paroles, comme un feu couvant prêt à exploser à tout instant. Transporté dans cet univers étranger, il se retrouve entravé par une malédiction d'invocation qui l'oblige à obéir aux ordres de son invocateur, accumulant un stress immense qui exacerbe son tempérament explosif et son arrogance flagrante, le faisant apparaître comme un individu brutal et dominateur, prêt à écraser quiconque se dresse sur son chemin. Ce caractère impétueux se reflète parfaitement dans sa compétence unique. Berserker qui renforce son corps et élève ses capacités physiques à un niveau supérieur, niveau surhumain. Une simplicité qui en fait une arme d'une efficacité redoutable dans les affrontements directs, transformant chaque coup en une déferlante de puissance brute. Mais cette compétence cache un effet spécial particulièrement sinistre. Elle s'amplifie à chaque mort qu'il cause, absorbant l'essence des vies éteintes pour gonfler sa force, un mécanisme vampirique qui le rend plus terrifiant au fil des batailles. Exploitant cette particularité macabre, il a également acquis la compétence unique Survival, qui lui octroie une régénération ultra rapide, une immunité à divers attributs élémentaires et une résurrection quasi infinie tant qu'il n'est pas réduit à un état de mort instantané, un pouvoir qui le rapproche d'un zombie invincible, capable de se relever encore et encore des pires blessures, comme une malédiction vivante défiant la mort elle-même. Dès son arrivée, il a massacré les 30 mages présents sur le lieu de l'invocation, forçant ses maîtres à recourir à la malédiction pour le contenir, démontrant une férocité incontrôlable qui le place au-dessus de la mêlée. Entouré de faibles adversaires, il s'est illusionné sur sa propre invincibilité, incarnant le stéréotype du malentendu arrogant jusqu'à sa défaite humiliante face à Geld qui l'a plongé dans une panique totale, un traumatisme qui, disons-le franchement, était plaisant à regarder. Dans un acte désespéré, il a alors tué sa compatriote Kirara pour s'approprier ses pouvoirs, scellant son destin funeste avant d'être finalement possédé par l'esprit de Razen, marquant la fin tragique d'un parcours marqué par la violence et l'illusion. 9. Kyoya Tachibana. Invoqué 2 ans plus tôt par un petit pays affilié à Farmus, il se distingue de ses pairs par une certaine excitation à l'idée de tester ses capacités dans ce nouveau monde, comme si l'aventure l'attirait plus qu'elle ne le rebutait, révélant un côté sadique sous une apparence de calme calculé. À première vue, il paraît intelligent et posé, avec une analyse froide des situations, mais Akuro, le loup blanc, le qualifie sans ménagement de stupide, tant dans son caractère que dans son intellect, soulignant une impulsivité masquée qui le mène souvent à l'erreur. Sa compétence unique en puteur, expertise en escrime, elle lui permet de créer des lames invisibles multiples pour lacérer ses ennemis à distance, combinée à l'extra-compétence œil omniscient qui lui offre une conscience totale de son environnement et de ses mouvements, ainsi qu'une accélération de la pensée multipliée par 300, transformant chaque duel en un balai mortel où il anticipe et frappe avec une précision chirurgicale. Des aptitudes étonnamment avancées pour un humain qui en font un adversaire polyvalent et imprévisible. Toute sa vie, il a joué le rôle du parfait élève modèle, dissimulant sa cruauté innée et sa soif de violence derrière un masque de normalité, jusqu'à ce que l'assaut sur Tempest libère ses instincts. Torturer les habitants de la ville lui procure un plaisir malsain, le métamorphosant en un tueur en série déchaîné, savourant chaque cri comme une symphonie perverse. Son arrogance culmine lors de son affrontement avec Akuro, où la différence de niveau écrasante le réduit à néant, achevé par un coup fatal qui met fin à son règne de terreur éphémère.
En tant que bureau d'information légendaire, on pourrait spéculer que les remarques indirectes sur la vieille Hinata ont contribué à sa chute, ou peut-être pas, mais cela ajoute une couche d'ironie à son destin pathétique. 10. Une jeune fille qui incarne à la perfection le stéréotype de l'adolescente japonaise contemporaine avec son style flashy et son attitude effrontée. Son nom, Kirara, signifie « étoile d'espoir », un choix typiquement moderne et optimiste. Âgée de 18 ans, elle a été invoquée dans un territoire sous contrôle du royaume de Farmus, où elle endure ce monde depuis 3 ans, accumulant une frustration profonde envers cette existence dépourvue de distractions modernes, un ennui si profond qu'elle en vient à souhaiter la destruction totale de cet univers ingrat, comme un cri de révolte contre une réalité qui l'étouffe. Sa compétence unique est Bewilder, qui influence directement les pensées d'autrui, forçant quiconque sans résistance adéquate à obéir à ses paroles comme à des ordres absolus. Une manipulation mentale subtile mais dévastatrice pour semer le chaos. Lors de l'attaque sur Tempest, elle tente d'inciter les résidents à lyncher Gobuta et Gobzo, mais l'effet est neutralisé par des contre-mesures astucieuses, rendant son pouvoir inefficace dans ce contexte protégé. Pourtant, dans une ville humaine ordinaire, cette compétence pourrait facilement déclencher des émeutes ou des révolutions, en faisant une menace insidieuse capable de renverser des sociétés entières d'un simple mot. Parmi les 3, elle semble la plus malchanceuse. Une victime des circonstances, son seul désir était de rentrer au Japon, et sa collaboration avec Razen n'était motivée que par la malédiction et la promesse fallacieuse d'un sort de retour dimensionnel qu'il développerait un jour. Sans maîtriser pleinement son pouvoir, elle a sacrifié d'innombrables vies dans un tourbillon d'émotions incontrôlées, fuyant perpétuellement la culpabilité qui la rongeait, une jeune fille pitoyable piégée dans un cycle de regrets. Sa fin arrive aux mains de Shogo, qui l'élimine pour amplifier ses propres capacités, scellant un destin injuste marqué par l'innocence perdue et les illusions brisées. Ces 3 individus illustrent de manière poignante les injustices subies par les invoqués, des pions maltraités dans un jeu cruel orchestré par des puissants sans scrupules, leur vie réduite à des outils jetables dans la quête de pouvoir. 11. Tatsuya Kondo. Une énigme vivante, l'ombre impénétrable de l'Empire de l'Est. Des cheveux noirs, coupés courts et impeccables, des yeux sombres perçants, un visage typiquement japonais sur un corps élancé et athlétique. Son nom résonne dans les couloirs du pouvoir. Pourtant, son identité réelle échappe à la plupart, émanant une aura de mystère qui le distingue immédiatement comme un être hors du commun, un fantôme opérant, dans les ténèbres avec une efficacité terrifiante. Son titre officiel est directeur du bureau d'information de l'Empire, avec un rang de 10e au sein de la hiérarchie militaire, une position qui le place au cœur des intrigues les plus sombres. Ironiquement, le bureau d'information de Tensura tire son inspiration de cette entité impériale, bien que son directeur, moi-même, ne soit qu'un simple mortel sans prétention, loin des ombres manipulatrices de Kondo. Cela dit, son mode de vie est marqué par une prudence extrême et un sang-froid inébranlable, contrastant avec une cruauté impitoyable envers les ennemis de l'Empire, qu'il traite comme des obstacles à éliminer sans une once d'hésitation. Confiant en sa propre puissance, il voue une loyauté ardente à l'empereur Rudra, qu'il considère comme l'un de ses rares amis véritables, un lien forgé dans les épreuves et la reconnaissance mutuelle. Habituellement taciturne et réservé, il cache cependant un soupçon de Chūnibyu, cette tendance à l'exagération dramatique typique des adolescents comme en témoigne cette réplique emblématique. « Pour le bien de l'Empire, ta vie est déjà entre mes mains. » Avouez-le, cela sonne terriblement théâtral et immature, mais est-ce vraiment le cas ou simplement le reflet d'une conviction profonde ancrée dans son passé militaire ? Quoi qu'il en soit, cela ajoute une couche fascinante à ce personnage énigmatique, le rendant plus humain au milieu de sa froide efficacité. Les compétences de Kondo se divisent en 3 catégories principales. Tout d'abord, la compétence ultime Sandalphone, acquise par ses propres efforts et servant de pilier à son arsenal. Elle permet d'infuser des effets variés dans ses munitions, comme la suppression de barrières, la dissipation de sorts, la nécrose accélérée ou l'effacement pur et simple, le tout projeté via son arme de prédilection, un revolver automatique de gros calibre de type Nanbu, élevé au rang divin, une fusion parfaite entre technologie et magie qui transforme chaque tir en une sentence irrémédiable.
Ensuite, la compétence unique déchiffreur, un pouvoir orienté vers la dissection des flux magiques, capable de décrypter les mouvements corporels, les intentions cachées et même les subtilités atmosphériques comme un radar vivant amplifié par son expérience. Il n'est pas rare que les véritables puissants, tels que Limul, Veldora, Diablo ou Guy Crimson, possèdent eux aussi des aptitudes analytiques complémentaires à leurs armes principales, formant un duo imparable pour anticiper et dominer les combats. Enfin, le style Oboro-ryu, une école martiale qu'il pratiquait dans son monde d'origine, propagée par Musashi Miyamoto lui-même, Kondo en maîtrise les arcanes jusqu'au niveau quintuple, et lors de son duel contre Akuro, il a observé et assimilé la technique des 8 fleurs des cerisiers en fleurs, la reproduisant ensuite avec une aisance déconcertante, prouvant sa capacité à apprendre et adapter en un clin d'œil comme un génie du combat transcendant les époques. Tatsuya Kondo est arrivé dans ce monde il y a plus de 70 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, où il servait comme militaire japonais. Engagé dans une opération suicide contre une flotte ennemie, une mission kamikaze désespérée, il commandait une escadre réduite à lui seul après la perte de tous ses subordonnés. Une situation accablante qui le poussa à plonger son avion dans les lignes adverses, disparaissant dans une explosion fulgurante. Pourtant, au lieu de la mort, il émergea dans les jardins impériaux de l'empereur Rudra, qui le sauva d'une fin certaine. Reconnaissant envers ce geste, Kondo jura allégeance exclusive à Rudra, dédicaçant son existence entière à sa protection et à ses ambitions, devenant un pilier invisible de l'Empire. Dans les romans légers, cet événement est décrit comme un pur hasard ou une chance inouïe, suggérant qu'il n'est ni un réincarné ni un invoqué traditionnel, mais plutôt un visiteur accidentel, similaire à Hinata, propulsé par une brèche dimensionnelle au moment critique, comme si le destin l'avait choisi pour un rôle plus grand. Passons maintenant à la suite, et veuillez excuser cette accélération pour les 3 prochains, car nous les traiterons d'un bloc pour maintenir le rythme. 12. Shinji Tanimura. Dans son monde d'origine, un étudiant universitaire japonais obsédé par ses recherches, passant ses journées cloîtré dans son laboratoire, avec pour signature un manteau blanc de scientifique qu'il porte en toutes circonstances, même à l'université, marquant son dévouement absolu à la science. Grand amateur de jeux de rôle, il dévorait les RPG entre 2 expériences, une passion qui l'a servi à merveille dans le labyrinthe de Tempest, où il a appliqué les stratégies tirées de ses guides de jeu pour établir un record de traversées fulgurantes, transformant l'aventure en une quête optimisée comme dans ses simulations virtuelles préférées. La compétence de Shinji est la compétence unique guérisseur, lui permettant de manipuler des virus microscopiques pour les introduire dans un corps cible ou les disperser dans un espace confiné pour des attaques biologiques dévastatrices, mais aussi pour des usages curatifs comme l'analyse et la thérapie, un pouvoir médical versatile qui, même au niveau unique, a résisté aux assauts de la compétence de Dino, prouvant son potentiel immense dans un domaine où la précision sauve ou condamne. 13. Mark Loren. Des cheveux châtains ébouriffés, une musculature imposante et un tempérament colérique qui le fait bouillir au moindre accroc. Âgé d'une 20aine d'années en apparence, il arbore un look estival permanent avec débardeur et jeans, même en hiver, décrit dans les romans comme un parangon de santé physique, peut-être un peu trop, au point d'incarner l'archétype du bodybuilder invincible. Il affiche une attitude rebelle, défiant ouvertement Yuki avec une insolence qui frise le problématique, mais curieusement, il évolue vers une docilité surprenante au fil du temps, devenant un personnage énigmatique dont les motivations profondes restent voilées, comme un diamant brut poli par les épreuves inattendues. La compétence de Mark est la compétence unique, lanceur, lui octroyant la capacité de projeter n'importe quel objet tangible, non seulement des armes, mais aussi des monstres, de l'air ambiant ou même de la magie potentiellement, une polyvalence qui transforme l'environnement en arsenal infini, et qui sait, avec le temps, il pourrait bien maîtriser des lancers de masse magique pour rivaliser avec les plus grands, évoluant d'un simple bagarreur à un stratège du chaos. 14. Shin Ryusei. Une longue chevelure noire tressée avec soin, un regard perçant qui scrute l'âme, évoquant un voyageur temporel échappé d'une ère oubliée. On se demande d'ailleurs de quelle époque il provient, tant son style capillaire détonne dans le monde moderne. Silencieux et impénétrable, il cache une nature fondamentalement honnête et loyale sous son apparence stoïque, avec un tempérament d'artisan méticuleux qui l'amène à accomplir chaque tâche assignée avec une précision chirurgicale, sans fioritures inutiles. Sa compétence unique est observateur.
regroupant une panoplie de détections intuitives, esquive instinctive, détection de danger, détection de pièges, détection de monstres ou présence cachée, un arsenal sensoriel qui brille particulièrement dans l'exploration de labyrinthes où sa flair pour les embûches a sauvé le groupe à maintes reprises. Vêtu de vêtements amples et fluides, il dissimule sous ses plis une multitude d'armes cachées, prêts à toute éventualité. Sur ordre de Yuki, les trois, Shinji, Mark et Shin, s'attaquent au labyrinthe en formation triangulaire, avec Shinji en leader tacite, orchestrant leurs mouvements. C'est lui qui a déjoué l'embuscade de Dino, démontrant à plusieurs reprises son ingéniosité et sa chance proverbiale, comme un atout imprévu qui renverse les situations critiques en victoires inattendues. Mark et Shin accordent un respect évident à Shinji, se pliant à ses directives avec une docilité surprenante, formant un trio harmonieux où les dynamiques de groupe révèlent une alchimie inattendue, forgée au fil des dangers partagés dans les profondeurs obscures du labyrinthe. D'après leurs échanges complices, il semble qu'une femme nourrisse des sentiments pour Shinji, bien que rien ne confirme qu'il s'agisse d'une relation romantique, peut-être une admiratrice discrète tapie dans l'ombre de leurs aventures. Pourtant, le principal intéressé reste d'une insensibilité légendaire, ignorant totalement ces signaux subtils qui flottent autour de lui comme des indices évidents pour quiconque observe de l'extérieur, ajoutant une touche d'humour ironique à ce personnage déjà si énigmatique. Mais après tout, qui pourrait être la partenaire idéale pour Shinji? Ah, voilà une question qui titille l'imagination. Serait-ce l'une des figures charismatiques de cet univers ou une surprise totale? 15. Mei Furuki, une lycéenne aux cheveux noirs d'ébène, arborant une détermination farouche qui transperce son regard comme une lame affûtée, refusant de se laisser briser par les caprices du destin. Plus que quiconque, elle aspire désespérément à regagner son monde d'origine, un désir viscéral motivé par l'inquiétude pour son frère cadet, fragile et malade, abandonné seul au Japon dans une réalité qu'elle ne peut plus atteindre, un lien fraternel qui la hante comme un fantôme incessant, la poussant à surmonter tous les obstacles avec une résilience émouvante. À son arrivée dans ce monde, elle a été recueillie par Yuki Kagurazaka, une protection qui a scellé une dette de gratitude profonde. Couplée à la lueur d'espoir qu'il a allumée en évoquant un possible retour, cela l'a amené à collaborer loyalement avec lui, devenant une pièce clé dans ses machinations tout en gardant son objectif personnel chevillé au corps. La compétence de Mai est la compétence unique voyageur née de son vœu ardent de rentrer chez elle une aptitude rare et précieuse qui transcende les limites conventionnelles de la magie. Contrairement au sort traditionnel, elle opère comme une manipulation spatiale pure, quasi instantanée et sans latence perceptible, permettant à Mai d'apparaître et de disparaître en un battement de cils, si furtivement que même les sens les plus aiguisés peinent à la détecter avant qu'il ne soit trop tard, une ombre éphémère dans le tissu de la réalité. Mieux encore, elle peut étendre cette mobilité à ses alliés, les transportant collectivement vers n'importe quel point imaginé, transformant les fuites ou les embuscades en jeux d'enfants. Au cours de ses opérations au sein de l'armée angélique, un enchaînement de circonstances l'a conduite à recevoir l'ultime enchantement alternatif de la part de Manas Michael, une bénédiction inattendue qui a marqué un tournant décisif dans son évolution. Lors de la fusion avec un corps de démon et la puissance d'un séraphin, Alternative a été sacrifiée pour donner naissance à World Map qui évolue en Terra Mater, une compétence suprême qui lui permet de se téléporter n'importe où dans le monde en visualisant simplement l'endroit, avec en prime une perception détaillée de la situation sur place, une version affinée et plus précise que celle de l'Imul, capable de scanner les environnements distants comme une carte vivante et interactive. Hélas, cette omniprésence mondiale porte une ironie cruelle. Malgré sa portée infinie, elle ne brise pas la barrière dimensionnelle vers son Japon natal, condamnant Mei à une errance éternelle dans un univers qui n'est pas le sien, un pouvoir qui exauce tous les souhaits sauf le plus cher à son cœur, ajoutant une profondeur tragique à son personnage qui touche droit à l'âme. Dans les romans légers, son allégeance initiale à Yuki l'entraîne du côté de l'armée angélique, la plaçant en opposition frontale avec l'Imul et ses alliés, une position dictée par les circonstances plus que par conviction. On ignore si elle a été invoquée directement par Yuki ou par une autre nation avant de croiser sa route, un mystère qui plane comme une ombre sur ses origines.
En revanche, dans la version web, son arc prend une tournure plus optimiste. Elle finit par rejoindre le camp de Limul, contribuant activement à la recherche d'un moyen de retour interdimensionnel qu'elle découvre finalement, offrant une résolution cathartique à son périple tourmenté et récompensant sa persévérance inébranlable. Et l'introduction complète des autres mondiens est loin d'être terminée, accrochez-vous, car nous enchaînons avec 2 profils regroupés pour maintenir le suspense et le rythme effréné de cette exploration fascinante.